Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du débrief. Et oui, pardonnez encore une fois. Il se pourrait que j'ai fait pire que la semaine d'avant et que j'ai carrément pas sorti d'épisode, ok? Bon, voilà. Mais ce qu'on va faire pour rattraper le coup, c'est qu'on va faire un épisode en deux. Ou je sais pas trop comment... alors, attendez. Un épisode oula, alors attendez. Au moment où j'enregistrerai l'épisode, il est 4h du matin, les gars. Donc voilà, me cassez pas les couilles, hein, soyez indulgents. Donc 2 épisodes en un, c'est parti, on y va. Dès le début, la série a décidé de nous gâter une fois de plus avec une scène d'introduction aux petits oignons où on retrouve nos personnages préférés dans leur version plus jeune, Tommy et Joel. La scène prend place au Texas en 1983 et on aperçoit pour la première fois le père des deux frères, qui d'ailleurs est officier de police. Cela semble être un détail qui a son importance, on y reviendra un petit peu plus tard. De mon point de vue, la scène d'introduction n'est pas uniquement placée de la sorte pour nous faire plaisir et réaliser du fanservice, mais bien là pour nous montrer les prémices d'un cycle de la violence installé depuis des générations, avec un père qui était déjà violent, qui lui-même tire sa propre violence de son propre père. Cela semble d'ailleurs faire écho aux difficultés de la parentalité et à quel point il est facile de céder au chemin le plus rapide, mais également le plus destructeur lorsqu'on éduque ses enfants. Bien que Joel ne soit pas comme son père, on sait qu'il est tout de même victime de mimétisme, car bien qu'il ne soit pas violent envers les êtres qu'il aime, il exprime cette violence autrement, envers les autres, même si c'est dans l'optique de protéger ses proches. Obligé par ailleurs de saluer le travail remarquable de l'acteur Tony Dalton, qui même s'il n'apparaît à l'écran que quelques instants, arrive à réaliser une performance titanesque en nous livrant des émotions assez rapidement et en étant très convaincant. On en vient maintenant au gros morceau de cet épisode et je trouve que la structuration de ce dernier est remarquablement bien exécutée et très intelligente. On comprend là très bien l'intention du réalisateur, c'est-à-dire de montrer l'évolution décadente entre la relation d'Ellie et Joel durant les 5 années qui se sont écoulées entre les événements de Salt Lake City et notre temporalité actuelle. On commence en douceur avec la scène à Jackson qui nous montre que dès le début, les scénaristes utilisent le concept de rétrocontinuité afin d'enrichir les informations floues du jeu. On voit dans un premier temps une interaction entre Seth et Joel, scène qui peut d'ailleurs sembler anodine au début, mais qui en vérité trahit une méfiance de la part de Joel envers Seth, lorsque ce dernier indique qu'il a été policier par le passé. Cela nous rappelle déjà qu'il a toujours eu un problème avec les figures d'autorité, comme avec la Fedra par exemple, mais également qu'il n'a jamais vraiment guéri des sévices laissés par son père. On en apprend ensuite un peu plus sur les conditions de la brûlure d'Ellie, et la scène nous donne une succession de plans trop mignons qui illustrent pour le moment une relation fusionnelle entre nos deux personnages. L'épisode poursuit l'année suivante avec une reconstitution de la scène du musée qui est réalisée avec brio et nous fait voyager dans l'espace avec Ellie à l'aide d'une simple cassette. À ce propos, j'ai d'ailleurs l'impression que l'utilité de ces scènes prend davantage de sens que dans le jeu, car dans l'œuvre originale, ce passage semble avoir pour simple objectif de nous livrer un approfondissement émotionnel entre les deux protagonistes, afin d'alimenter encore plus notre colère envers Abby, ainsi que de nous montrer un contraste entre la jeune Ellie insouciante du flashback et la Ellie froide et sans pitié du présent. Mais dans la série, la scène a une utilité tout autre et illustre le premier acte d'une relation père-fille qui ne cessera de se dégrader au fil des scènes. D'ailleurs, malgré un souvenir mémorable, la fin de cette scène nous indique déjà subtilement les doutes d'Ellie envers son mentor. 1 an plus tard, on retrouve une Ellie en pleine phase typique d'adolescente rebelle qui confronte Joel à l'épreuve de la parentalité qu'il n'a pas pu expérimenter avec Sarah. J'ai d'ailleurs adoré la réplique All the same teenage shit at the same time qui m'a fait exploser de rire, mais la cassure entre les deux personnages ne fait que s'approfondir. Alors qu'il y a 2 ans, Joel montrait qu'il comprenait Ellie, on voit désormais que ce n'est plus vraiment le cas. Et la série illustre encore plus cet aspect avec Joel qui essaie de comprendre le symbole fétiche de Ellie mais qui se heurte à un mur. Le doute finit par s'installer entre eux, Joel n'est plus sûr de comprendre Ellie et Ellie n'est plus sûre de faire confiance à Joel. En outre, c'est à ce moment que Ellie emménage dans le garage, et d'ailleurs à ce sujet, je commence même à me demander si Neil Druckmann et les scénaristes qui ont travaillé sur le jeu n'ont pas fait exprès de laisser des pistes en sachant pertinemment qu'ils allaient en faire usage avec le principe de rétrocontinuité, en les exploitant dans la série, comme le garage par exemple dont on n'avait jusqu'à présent eu aucune information. Nous l'avions presque tous compris dès la dernière scène du premier jeu, mais notre cher immunisé n'a hélas jamais réellement cru les paroles de Joel concernant Salt Lake City, et la scène suivante où elle répète permet astucieusement de mettre en revue à quel point le mensonge de Joel n'a jamais été crédible pour elle, et que cela fait des années que sa fille adoptive se pose toutes ces questions. On voit bien que cela fait plusieurs années qu'elle y cherche un sens à sa vie, et qu'elle a l'impression qu'on lui a retiré sa raison d'exister.
À ce propos, au fond de moi, j'ai toujours eu l'impression qu'Ellie n'était pas seulement prête à mourir pour cette cause s'il le fallait, mais même qu'elle se doutait déjà qu'il faudrait mourir pour cette cause. Rien n'a été dit clairement allant dans ce sens, mais j'ai toujours ressenti ça sans vraiment être en mesure de l'expliquer. Et j'ai l'impression qu'il y a même quelques petits détails dans cet épisode qui alimentent cette théorie. Comme je l'avais indiqué lors de ma première critique en live, je savais que le personnage de Jen, bien qu'anecdotique dans les jeux, allait apparaître tôt ou tard pour raconter une histoire qui serait un passage clé de la série. Car c'est à cause de cet événement que la rupture sera complète entre les deux personnages. Ici, on nous montre un Joël sans aucune compassion et manipulateur qui fait l'erreur de mentir une fois de trop à sa protégée. Abattre Jen de sang-froid de la sorte permet donc à Ellie de comprendre de quoi il est réellement capable. Elle n'est clairement pas affectée par la mort de Jen, mais par le geste de Joël. D'ailleurs, je ne sais pas vous, mais moi, en tant que spectateur, j'ai presque été mis mal à l'aise par le comportement de Joël et son mensonge envers Gale, même si son geste était justifiable. Il nous dégoûterait presque, c'est en tout cas clairement ce que sa fille de cœur ressent à son égard à ce moment précis. Enfin, on se retrouve avec la scène finale et il n'y a pas grand chose à dire autre que les résultats est tout simplement excellent. J'oserais presque dire qu'elle est encore meilleure que la dernière scène que partagent Ellie et Joël dans l'œuvre originale, non seulement grâce au script, encore plus intéressant que dans le produit de base, mais surtout grâce à la performance de Pedro Pascal et Bella Ramsey qui était tout simplement transcendant. Qu'on leur remette un prix, je vous en conjure. D'ailleurs, peut-être même que j'ai versé quelques larmes, mais bon, ça vous pourrez jamais le prouver. Encore une fois, Craig Mazin a montré qu'il sait allier contrainte et réussite en réadaptant deux scènes différentes du jeu en une seule, sans retirer une once de tout ce qui faisait déjà le génie de la version console. On relèvera bien sûr en bonus le petit passage rajouté entre Joel et son frère Tommy quelques instants avant, lorsqu'ils se disent « See you next year ». Personnellement, ce passage m'a brisé le cœur car lors de mon revisionnage, je me suis rendu compte qu'ils échangeaient là leurs dernières paroles, rendant la scène d'autant plus triste. Ils ont le souci du détail et ne laissent absolument rien au hasard. En finalité, on se retrouve peut-être avec l'épisode le moins riche en événements, mais le plus riche en émotions. Le showrunner de la série n'avait pas menti lorsqu'il avait précisé qu'il souhaitait surprendre les spectateurs avec les relations des personnages. Mais pour pouvoir tirer enfin un avis global sur la saison dans son ensemble, il faut se tabler sur le dernier épisode, et c'est ce que nous allons faire tout de suite. À mon grand regret, cette fois pas d'introduction, on rentre dans le vif du sujet en reprenant la suite des événements du 5e épisode, avec un climat plein de tension entre les personnages. À son retour, la trame nous amènera vers une conversation surprenante mais pas moins intéressante entre Ellie et sa bien-aimée. En effet, elle semble déjà éprouver des remords quant à ses actes et confesse à Dina qu'elle savait très bien pourquoi ces personnes étaient descendues en vendetta, en lui racontant en grande pompe les actes de Joel à l'hôpital de Salt Lake City. Lors de ces révélations, j'ai d'abord songé à une remise en question inévitable compte tenu des événements de la série. Mais je me suis rappelé assez rapidement que Ellie était également très bien informée dans l'œuvre originale, sans pour autant s'excuser d'avoir embarqué ses amis dans cette situation. Cet échange témoigne une fois de plus de la différence de tempérament entre les deux versions d'Ellie et m'a fait réaliser qu'il était en effet immoral de la part d'Ellie d'omettre ces informations et cela permet donc de voir les choses sous un autre angle. J'ai d'abord été agréablement surpris par ce revirement et ai cru dans un premier temps à une prise de direction scénaristique inédite, où Ellie semblait retrouver la raison après avoir pris conscience de l'horreur de ses actes et de ceux de Joel. Je me suis directement mis à spéculer sur comment est-ce que la série allait relier la suite des événements. Cependant, la série détruit très rapidement cette idée quelques minutes après lorsqu'on découvre l'emplacement de l'aquarium et je dois vous admettre que je ne sais pas trop quoi en penser. Dans le jeu, après un rapide renoncement, Ellie se ravise très rapidement pour les mêmes raisons. Mais je trouve que là, ça fonctionne, car à ce moment-là du jeu, le personnage est toujours aveuglé par la colère et la vengeance. Il avait décidé de rendre les armes que parce qu'il fallait faire rentrer Dina à tout prix, pas par des remords. Par conséquent, je ne comprends pas trop l'intérêt d'introduire ce dialogue dès maintenant si c'est pour aller la faire zigouiller Mel et Owen 2 heures plus tard. Bien sûr, je comprends que la colère ait pu rapidement lui revenir, mais je ne suis pas fan du résultat. À la limite, il aurait été plus judicieux selon moi de placer cette conversation après son retour de l'aquarium par exemple. S'il y a bien un personnage mis en avant dans cet épisode, c'est bien Jessie. L'une des craintes des fans que j'avais vues concernant cette fin de saison était le sous-développement de ce personnage ainsi que celui de Tommy. Force est de constater qu'ils ont répondu présent en nous livrant plusieurs scènes avec le personnage nécessaire à son développement. Le personnage de Jessie semble avoir une personnalité un poil différente de celle du jeu, mais garde tout de même l'essence du personnage avec un homme droit, juste et bon.
Il prend davantage de place dans le schéma des conséquences grâce au dialogue concernant la grossesse de Dina. Ici, cette nouvelle ne vient pas seulement appuyer l'urgence de la faire rentrer, Jesse veut également devenir père et compte bien rentrer en sécurité pour assurer l'avenir de son enfant et de sa famille. Il est hors de question de mourir, encore moins à cause du comportement inconsidéré d'Ellie. Les personnages se confrontent une fois de plus lorsqu'elle veut à nouveau foncer tête baissée pour venir en aide à un jeune séraphite. Elle accuse d'ailleurs Jesse d'être hypocrite après que ce dernier l'en a empêché. Mais même si je sais bien qu'il s'agit là d'une Ellie un peu différente de l'œuvre originale, je trouve qu'on s'éloigne quand même un peu trop du personnage de base, avec ce genre d'acte irréfléchi, car je doute fortement qu'une Ellie élevée par le grand survivaliste Joel se serait interposée face à 6 types armés jusqu'aux dents pour sauver un inconnu membre d'un clan éventreur d'hommes. Mais sa volonté traduit selon moi une ironie flagrante lorsque l'on sait qu'elle va littéralement commettre un feuticide à peine quelques heures après. La véritable hypocrite, c'est Ellie, et elle ne se l'avoue pas elle-même. Elle est en contradiction avec ses propres choix et elle en paiera le prix fort. J'avais besoin de revenir sur un moment particulier qui eut lieu lors de cet épisode, lors du trajet d'Ellie vers l'aquarium. Je n'ai absolument pas compris l'intérêt de faire Ellie s'échouer sur l'île des Séraphites. Et je ne parle même pas du fait que ce n'est absolument pas réaliste que Ellie chavire en pleine mer et se retrouve quelques instants plus tard échouée sur la rive à contre-courant avec le bateau en parfait état à côté d'elle. De plus, Ellie est littéralement sauvée par le gong, accolant un esprit encore plus cliché à la situation. À part pour éventuellement donner raison aux propos de Jesse donnés quelques heures plus tôt, par rapport au fait que ce n'est pas leur guerre ou même que des enfants sont gangrénés par ce conflit, je ne saisis pas le but. La scène en soi n'a aucune incidence sur la trame actuelle et je ne vois d'ailleurs pas comment elle pourrait en avoir sur le scénario futur non plus. Bien que l'ambiance soit encore une fois parfaitement réussie, elle me semble inutile et incohérente pour le moment, et ça, c'est bien dommage. A l'inverse, j'accorde un bon point pour la réinterprétation de la scène de Wen et Mel, qui rajoute une dimension douloureuse à une intrigue déjà tragique. Le fait d'avoir rendu Mel plus active et prête à tout pour sauver son enfant dans son dernier souffle était une excellente idée, et la mise en scène accompagnant les acteurs vient sublimer leur effort habilement. Notre protagoniste paiera une fois de plus son acharnement non seulement à l'aquarium, mais également à son retour au théâtre. Sa dernière conversation avec Jesse ne fera qu'enfoncer le clou avant la mort du jeune homme, accablant une bonne fois pour toutes Ellie d'une lourde culpabilité. Et c'est ainsi que s'achève l'arc d'Ellie dans la douleur et la détresse, avec en prime un cliffhanger à faire tourner la tête aux spectateurs n'ayant pas encore joué au jeu. Pour ceux qui ne sont pas encore au courant, la saison 3 de la série se concentrera sur le point de vue d'Abby, choix qui fait d'ailleurs d'ores et déjà couler beaucoup d'encre sur la toile. Mais du coup, qu'est-ce que j'en ai pensé de ce final ? Eh bien, malgré quelques fausses notes que j'ai énoncées durant cette vidéo, je trouve que ce dernier épisode clôture bien une saison adaptée avec attention et maîtrise. On regrettera quelques points, notamment un Tommy un peu sous-développé selon moi par exemple, mais l'essentiel de l'histoire est présente et la chronologie de la série a su nous amener à bon port sans trop de tracas. Si je devais évaluer cet épisode, je lui attribuerais la note de 8,5 sur 10. Pour ce qui est de la saison dans son ensemble, je la trouve également réussie à bien des égards, même si j'émets toujours quelques réserves concernant certains éléments de scénario ou de l'intrigue. Malheureusement, je me sens obligé d'attendre le visionnage de la saison 3 pour donner un avis définitif sur l'adaptation d'HBO. Je vais vous laisser me dire en commentaire ou sur Discord combien vous auriez laissé comme note à cette saison. J'ai vraiment hâte d'être en 2026, si toutefois la saison 3 sera en 2026, et j'espère vous retrouver très bientôt, ici ou ailleurs, pour de futures idées de vidéos. A bientôt l'équipe.